Bonsoir tout le monde, bonsoir. On va bientôt commencer, alors je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Les candidats sont arrivés, je vois que la salle est pleine, les médias sont là. Bonsoir, merci d'être là. Mon nom, c'est Maude Goyer, je suis journaliste indépendante et je serai l'animatrice de la soirée. Alors, je vous remercie d'être des nôtres, que vous soyez dans la salle ou que vous soyez en web-diffusion. Soyez les bienvenus. L'objectif de la soirée ce soir, c'est de vous permettre de rencontrer les candidats à la mairie de Montréal. Ils vous feront connaître leurs idées, leurs programmes sur un sujet d'importance, la démocratie municipale. Avant de vous présenter le déroulement de la soirée et nos candidats, j'aimerais inviter sur scène les organisateurs de cet événement. Ils souhaitent vous adresser quelques mots de bienvenue. Alors, accueillons d'abord Mallory Flon, directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan qui a pour mission de renforcer la participation citoyenne à la vie démocratique. Et M. Bertrand Fousse, co-coordonnateur de Transition en commun, une alliance de groupes mobilisés afin de trouver des solutions aux nombreux défis de notre époque. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce dialogue des candidats à la mairie de Montréal. Nous sommes réunis ce soir pour parler de démocratie municipale. C'est un sujet important qui nous concerne tous et toutes. On entend souvent que c'est à l'échelle municipale que les décisions ont le plus d'impact sur notre vie quotidienne, qu'il s'agisse d'aménagement ou de développement des milieux. Pourtant, aux dernières élections municipales au Québec en 2021, le taux de participation a chuté à 39 %. C'était 45 % en 2017, donc une chute de 6 points de pourcentage environ en une seule élection. On sait aussi qu'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne votent pas, c'est parce qu'ils ne sentent pas qu'ils en connaissent assez sur les candidats ou les programmes de leur parti. Alors, on considère que nous, organisations de la société civile, on peut et on doit faire notre part pour informer la population et l'aider à se sentir compétente pour exercer son droit de vote. Et donc, nous avons l'espoir et l'ambition avec cette activité ce soir que vous soyez mieux informés que si vous aviez passé 1 heure sur votre réseau social préféré. On vit à une époque où les démocraties partout dans le monde sont fragilisées. L'érosion de la confiance envers nos institutions, la prolifération de la désinformation menacent nos systèmes démocratiques. Donc, dans ce contexte où chaque geste de participation compte, je voudrais souligner 2 choses. D'abord, l'importance de l'engagement et du travail des élus, et en ce moment des élus municipaux. C'est un engagement qui demande de la détermination, du courage, des sacrifices aussi, et beaucoup d'écoute et d'humilité, et c'est crucial pour qu'on puisse façonner puis améliorer nos milieux de vie. Donc, je vous remercie de votre engagement politique et je remercie toutes les personnes qui se présentent aux élections municipales partout au Québec, à Montréal, que ce soit des postes de conseiller ou de maire ou mairesse. La deuxième chose que je veux souligner, c'est l'importance de cultiver notre capacité à débattre dans le respect des personnes et des faits. Je nous encourage, nous tous, électeurs et électrices, non seulement à exercer notre droit de vote aux prochaines élections, mais aussi et surtout à aborder les différentes opinions politiques avec ouverture, sans procès d'intention, pour vraiment tenter de comprendre les points de vue qui s'éloignent des nôtres, même sans y adhérer nécessairement. Je pense vraiment que la survie de notre régime démocratique passe par notre capacité à se parler, s'écouter, vivre ensemble comme appartenant à une société commune qui choisit la démocratie. Elle n'est pas acquise, notre démocratie, elle se nourrit de notre vigilance, de notre engagement et de notre volonté d'y participer. Merci beaucoup, Mallory. Non seulement notre démocratie est fragilisée, comme tu viens de le dire, et il faut lui donner de l'attention, mais en plus de ça, pour faire face aux défis qui s'accumulent les uns sur les autres, la crise du logement, les changements climatiques, l'augmentation des inégalités et bien d'autres,
Nous avons plus que jamais besoin d'une démocratie renforcée et renouvelée. Non seulement parce que c'est normal d'avoir un mot à dire sur les décisions qui touchent notre quotidien, mais aussi parce que nous aurons besoin de la participation et de la mise en action de tout le monde pour venir à bout de ces défis. Et parce que nous allons avoir besoin d'une grande cohésion sociale pour prendre les décisions fortes et efficaces que la situation exige de plus en plus. Et une démocratie forte est la meilleure façon de soutenir cette cohésion et cette participation accrue. On le voit ailleurs dans le monde, on le voit ici aussi. De nombreux citoyens et citoyennes s'engagent de plus en plus, sont prêts à en faire plus. Les organismes de la société civile veulent jouer leur rôle et dynamiser notre démocratie. Une série de fonctionnaires innovent et changent leur façon de faire. Le terreau est fertile. Nous nous réjouissons d'entendre vos idées et engagements pour la suite. Je termine en vous remerciant d'être ici et de jouer le jeu, candidate à la mairie de Montréal. Merci beaucoup. Je remercie également vous toutes et tous présents ce soir, en personne ou en ligne, et qui démontrez votre attachement à notre démocratie locale. Merci à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ, de nous accueillir ce soir. Et enfin, je remercie toutes celles et ceux qui s'activent dans leur quotidien et la font vivre, cette démocratie, pour le bien de tous les Montréalaises et les Montréalaises. Merci d'être ici. Alors, merci beaucoup à vous deux. Le dialogue citoyen sur la démocratie municipale reprend une formule d'animation que l'Institut du Nouveau Monde avait testée par le passé, qui permet aux personnes candidates de répondre aux questions des citoyennes et des citoyens de Montréal. Ces questions ont été recueillies en ligne, elles ont été très nombreuses dans les dernières semaines. Comme la soirée porte sur la démocratie, nous avons priorisé les questions qui portaient sur notre vie économique, ainsi que celles qui étaient en lien avec les champs d'action municipaux, bien sûr. Les questions ont été sélectionnées par un comité formé de gens de l'Institut du Nouveau Monde et de Transition en commun, et de façon à retenir des questions diversifiées et qui ne soient pas redondantes. La soirée permettra donc d'aborder ces questions en 2 blocs thématiques. Le premier, c'est intégrer la participation citoyenne dans le développement de milieux de vie. Et le deuxième, c'est inclure toutes les voix, dont celles qui sont marginalisées. Je tiens à souligner que plusieurs sujets ont été abordés dans les questions reçues, notamment la mobilité, le logement, l'itinérance, la solidarité, la Palestine. Nous ne pouvions pas tous les aborder ce soir, mais je les nomme parce que j'invite les candidats et les candidates, s'ils le souhaitent, à adresser ces enjeux, soit dans leurs mots d'ouverture ou de clôture. Maintenant, on va parler du déroulement de la soirée parce que c'est vraiment une discussion citoyenne. Je vous explique comment ça fonctionne. Chaque personne candidate fera une allocution d'ouverture d'environ 2 minutes et ce sera minuté. Et pour chaque thème, elles auront ensuite l'occasion de répondre à une question générale et 2 questions que je vais tirer au hasard et elles auront 2 minutes 30 secondes pour le faire et ce sera minuté ça aussi. Au terme du dialogue, chaque personne candidate aura 2 minutes pour faire une allocution de fermeture. Est-ce que vous êtes prêts? Pour assurer l'équité du temps de parole, on va chronométrer les interventions et lorsqu'il restera moins de 15 secondes, là, on va vous faire un signe. Tous les ordres de passage ont déjà été tirés au hasard au préalable et pour les gens dans la salle, je vous rappelle, s'il vous plaît, d'éteindre votre téléphone cellulaire et de vous abstenir, si possible, de vous déplacer pendant la discussion citoyenne. Je vous demande aussi, bien sûr, de faire preuve de civisme envers les candidats. Ça veut dire, s'il vous plaît, du respect en tout temps, pas de huée et pas de tapage, même si vous êtes en désaccord. Merci de rester zen. Ça ne me tente pas de jouer à la surveillante. Et si vous voulez applaudir, merci d'attendre la fin de l'intervention. Et par contre, s'il y a des huées, bien, je me verrai dans l'obligation de vous rappeler à l'ordre, puis ça peut aller jusqu'à sortir de la salle. Démontrons, s'il vous plaît, notre capacité à échanger dans un cadre sain et respectueux. J'aimerais souligner la présence de plusieurs représentants des médias dans la salle. Il y a des photos qui vont être prises, donc si vous ne voulez pas être photographié, merci de lever la main pour qu'on puisse vous identifier et faire « on va venir vous voir ». Et un rappel aux candidats qui sont là devant moi, nous vous demandons ce soir de vous concentrer sur les questions qui vous sont posées. Votre job ce soir, c'est de répondre aux interrogations des citoyens et citoyennes de Montréal et merci de ne pas vous interpeller entre vous.
C'est vraiment une discussion citoyenne. Alors voilà, c'était les petites consignes. Maintenant, j'aimerais maintenant inviter bien sûr les personnes candidates à monter sur scène. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Soraya Martinez-Ferrada de Ensemble Montréal. Merci, bienvenue. Monsieur Luc Rabouin, chef de Projet Montréal. Et finalement, Monsieur Craig Sauvé de Transition Montréal. Merci d'être là, vous pouvez vous asseoir. Merci d'être présent. Alors, on va commencer avec les mots d'introduction. Ça commence tout de suite comme ça. Je rappelle que chaque personne a 2 minutes. Et la première personne à prendre la parole, c'est Monsieur Sauvé de Transition Montréal. On vous écoute. Vous pouvez rester assis ou vous mettre debout si vous préférez. Mais bonjour tout le monde. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde, I&M pour l'organisation ainsi que Transition en commun. J'adore le nom. Je m'appelle Craig Sauvé, je suis le chef de la belle équipe de Transition Montréal et je suis candidat à la mairie de Montréal. Donc, ça fait maintenant 15 ans que j'œuvre dans le monde municipal à Montréal et 12 en tant qu'élu municipal. Pour moi, une des raisons principales pour lesquelles je me présente à la mairie de Montréal et pourquoi Transition Montréal existe, c'est justement pour renforcer la démocratie à Montréal. On note depuis plusieurs années maintenant une certaine stérilité au conseil municipal, une certaine opposition systémique qui existe entre deux partis qui chicanent souvent, mais on n'a pas assez de collaboration entre ces deux partis. Moi, je pense foncièrement que Montréal mérite mieux. Je pense que Montréal a la capacité d'avoir plusieurs partis au conseil municipal pour bien représenter la belle diversité d'opinions qu'on a à Montréal, dans tous ces quartiers, avec toutes ces belles diversités. Donc, avec plus de partis, avec une transition Montréal, avec des réformes électorales que j'ai hâte de vous parler, on pense qu'on peut donner un meilleur ton à Montréal, plus de collaboration et plus de travail en équipe pour faire face aux grands défis auxquels on fait face. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. La parole est maintenant à la chef d'Ensemble Montréal, Mme Martinez-Ferrada. On commence tous à se lever. On va le faire jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde. Merci à l'INM et merci à Transition en commun d'avoir organisé l'événement de ce soir. Merci aux citoyens d'avoir envoyé des questions. Moi, je vais vous parler un petit peu rapidement de moi parce que plusieurs d'entre vous dans la salle ne me connaissaient pas. Et je voulais vous dire un peu qui j'étais avant même de vous parler de pourquoi j'ai pris la chefferie de Ensemble Montréal. Moi, je suis une immigrante. J'ai fui une dictature avec ma famille du Chili. Alors, je viens d'une famille d'activistes socialistes qui ont fui un pays qui était en grande crise de démocratie, pour de dire autrement. Et on est arrivé ici à Montréal quand moi, j'avais l'âge de 8 ans. Alors, l'activisme militant a toujours fait partie de nos discussions de la cuisine. Alors, je suis toujours été dans l'engagement citoyen parce que c'était ce qu'on faisait chez nous. Avant de faire de la politique, je suis tombée dans les organismes communautaires tout à fait par hasard parce que ma mère m'avait dit « Bon, t'es enceinte, là, va faire quelque chose de ta vie parce que je suis plus capable de te tolérer. » Alors, j'ai fait 6 mois, j'ai fait du bénévolat à un écoquartier. J'ai adoré ça. Je suis restée presque 4 ans. J'ai travaillé sur le recyclage d'environnement des nouveaux arrivants. J'ai travaillé sur les tables de concertation. J'ai travaillé sur le premier plan de quartier de consultation de Vive Saint-Michel en santé à Saint-Michel en 2000. On a commencé ça en 2000 et c'était un vaste travail de revitalisation qu'on a fait dans le quartier Saint-Michel. Et c'est les gens de la table de concertation qui m'ont demandé de me présenter dans la partie municipale pour être sûr que je pouvais contribuer à défendre les intérêts de Saint-Michel. Puis à l'époque, il y avait vraiment des enjeux importants. Smart Centers dans la Carrière-Franco, c'était pas mon projet, on n'en voulait pas, mais on a consulté pendant plus de 2 ans, puis on a eu des gains importants pour les gens du quartier qui, à l'époque, vivaient 50% de la population vivait en dessous du seuil de la pauvreté et 13% de taux de chômage dans Saint-Michel. On a eu des gains importants parce que la consultation citoyenne a mis la pression sur Smart Centers pour qu'on les ait. Et aussi, la rue Jarry, les enfouissements des fils,
On est à 2 minutes, Madame. Ben oui, c'est vrai. Bon, mais écoutez, on va continuer à se jaser, mais la participation citoyenne a toujours été dans mon engagement. Merci. Merci beaucoup. Et j'invite maintenant M. Rabouin de Projet Montréal à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci évidemment aux organisateurs Transition en commun, l'Institut du Nouveau Monde. Donc vous lancez la saison des débats. En fait, ça devient une tradition. C'est un sujet, la démocratie municipale, qui m'intéresse depuis vraiment longtemps. En fait, au début des années 2000, je m'impliquais à titre de citoyen engagé pour organiser des sommets citoyens sur l'avenir de Montréal. On organisait ça avec les différentes organisations de la société civile parce qu'on voulait faire pression sur les candidats aux élections pour qu'ils adoptent des propositions pour une ville juste, inclusive, écologique et démocratique. C'est ça qu'on faisait. Et ensuite, j'ai écrit un livre sur la démocratie qui s'appelle « Démocratiser la ville ». Je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là, publié en 2009, un peu passé de date, mais quand même. C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. J'aurais jamais pensé, à ce moment-là, me présenter devant vous aujourd'hui comme candidat à la mairie de Montréal. Je suis vraiment fier d'être dans un parti politique, un vrai parti politique, avec des membres, plus de 6 000 membres, un parti qui est progressiste, écologiste et féministe. Je suis fier d'être à la tête d'une équipe qui est diversifiée, avec du monde ordinaire, des gens qui font la même chose que vous dans la vie, qui travaillent dans différentes organisations, des gens qui représentent la diversité montréalaise. Je suis fier d'avoir une équipe avec des gens qui ont des valeurs sociales et environnementales claires. Et au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion de parler avec vraiment beaucoup de monde. Puis c'est clair que la priorité numéro 1 de la population montréalaise, c'est la crise du logement et de l'itinérance. C'est là-dessus que je veux mettre toutes mes énergies dans le prochain mandat. Et je sais qu'on doit aussi continuer à préparer l'avenir. J'ai 2 grands-enfants, donc quand je prends des décisions, je pense aussi à eux, puis je pense à leurs enfants. Fait qu'il va falloir qu'on continue à parler d'environnement, même si c'est moins à la mode ces temps-ci. Merci, M. Rabouin. Oui, une petite conclusion. Vous dites, il reste 15 secondes. En terminant, en conclusion, je sais que les défis sont immenses et qu'on a besoin de renforcer nos alliances avec les organisations de la société civile, et c'est ça que je veux faire. Merci, M. Rabouin. Bon, alors c'est maintenant que la discussion commence vraiment. On va aborder le premier thème qui est intégrer la participation citoyenne dans le développement de milieux de vie. Chaque personne candidate a 2 minutes 30 secondes pour répondre. Comme vous avez vu, vous avez les petits cartons devant vous, donc vous pouvez voir quand il vous reste 15 secondes pour bien rapper ça. Alors, la question générale est la suivante, et c'est Mme Martinez-Perda qui va commencer. Comment allez-vous vous assurer que vos décisions répondent aux besoins et aux aspirations des citoyennes et citoyens dans les projets de développement ou d'aménagement urbain? C'est à vous la parole. Vous pouvez rester assise. Comme vous voulez, là, mais... Ouais. C'est bon. Mais écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'engagement a toujours été à la base de comment on s'assure que la participation citoyenne est dans toutes les décisions qu'on prend, puis comment qu'on consulte les citoyens, pas juste sur les idées que nous, on porte, mais sur les idées qu'eux, on porte. Quand j'ai été, comme je vous le disais, à la table de quartier, quand j'ai été conseillère municipale, je l'ai été 4 ans, et j'ai été aussi à l'opposition pendant 4 ans avec Louise Ariel. L'engagement des citoyens, il est mis à mal quand on va dans des instances puis que le suivi qu'on a sur nos interventions, il n'est pas là. Les citoyens doivent s'assurer que quand on participe, il y a un tableau de bord sur ces recommandations-là, comment elles sont intégrées dans les prises de décision. On doit s'assurer qu'ils se retrouvent dans ces décisions-là. Et s'ils ne se retrouvent pas, pourquoi? Moi, j'ai été conseillère municipale et un des premiers budgets participatifs de la ville a été fait avec Mon Resto, un organisme communautaire, avec un fonds de RUI, Revitalisation urbaine et intégrée. Il restait un fonds d'argent, puis on a créé un fonds participatif avec les citoyens. À l'époque, là, il y a 20 ans, ça n'existait quasiment pas à la ville. Et aujourd'hui, ce que nous, on voulait qui était un parc, les citoyens ont décidé que c'était un agora qu'ils voulaient. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Et je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence de vie des gens dans leur quartier, l'intelligence du vécu local. Et je pense que c'est la meilleure façon d'assurer qu'on a des projets qui représentent vraiment ce que les citoyens veulent. Et encore une fois, on ne peut pas juste consulter ceux qui pensent comme nous. Le grand défi de la participation citoyenne, c'est comment on peut s'assurer qu'on entend tous les points de vue,
qu'on trouve des voies de passage, puis qu'on s'assure que les gens se retrouvent dans les projets qu'on fait. Et les meilleurs espaces sont ceux publics. Et les meilleurs espaces sont ceux des ruelles, sont ceux des rues qu'on partage. Et comment on s'assure que la réglementation qu'on a ne met pas des freins à cette appropriation des espaces par les citoyens. Et moi, j'espère qu'on va être capable de mieux outiller les citoyens pour s'assurer qu'ils participent à nos outils de consultation qu'on a déjà. Actuellement, la participation, des fois, elle est difficile. Il faut trouver comment avoir accès aux citoyens, pas juste à travers le CPM ou les conseils d'arrondissement, les tables de quartier, les forums citoyens. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui participent. Comment on s'assure la diversité des voix dans la consultation publique, la participation citoyenne. Merci beaucoup. Monsieur Sauvé, c'est à vous. Merci pour la question. Cette année, j'ai appris un nouveau mot, un mot qui existe depuis à peu près une décennie, polycrise. Nous sommes dans une position aujourd'hui dans notre société où plusieurs crises coexistent, la crise du logement, la crise d'itinérance, la crise économique, la crise climatique, et il faut faire en sorte d'essayer de répondre aux besoins dans un contexte où toutes ces crises coexistent. C'est extrêmement sérieux, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, je pense qu'une des clés, les choses qu'il faut qu'on fasse, c'est d'agir. Il faut agir et plus rapidement sur les besoins de base. Moi, je suis vraiment pour la participation citoyenne, la démocratie directe. Je suis pour l'amélioration de la démocratie. Mais en même temps, il y a un énorme angle mort avec notre système aujourd'hui, tel qu'il existe à Montréal avec les consultations au CPM ou dans les arrondissements avec les CCU. C'est que la vaste majorité des gens ne peuvent pas y participer pour des raisons de conditions matérielles. Beaucoup de gens sont en mode survie. Beaucoup de gens sont en train de travailler deux jobs afin de nourrir leurs enfants, afin de pouvoir donner tout ce qu'ils veulent à leurs enfants, afin de survivre. Aujourd'hui, le salaire minimum, c'est 16,10 $. Puis un appartement, ça fait à peu près, si on travaille 40 heures, 2 500 $. Et un appartement moyen, 4,5, 1 930 $. Fait que 600 $ qu'on a qui restent pour boucler les boucles. Donc, on veut que les gens puissent participer à la vie démocratique, mais s'ils sont toujours en train de courir pour survivre, on va avoir beaucoup de problèmes. Donc, il faut travailler sur le logement hors marché social, il faut travailler sur la crise d'itinérance, il faut rendre la vie plus facile et abordable pour les gens, il faut une tarification sociale pour les STM. Sur plusieurs éléments, il faut qu'on travaille afin de permettre les conditions matérielles pour que les gens puissent pleinement participer à la démocratie citoyenne. Donc, c'est là le but. Donc, d'agir à travers les polycrises, mais pour rendre la vie plus accessible aux gens et la démocratie plus accessible aux gens. Merci. Merci. Merci, M. Sauvé. M. Rabouin, on vous écoute. Merci. Donc là, j'ai repéré c'est où qu'étaient les cartons. C'est une question qui paraît simple, mais qui est hyper complexe. La question de la participation des citoyens et des citoyennes dans les projets de développement urbain, projets de développement immobilier. On entend souvent des gens qui participent, mais tout le monde ne participe pas. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de participation, pas seulement des conditions matérielles, bien sûr, avant de pouvoir envisager d'aller passer des soirées à participer à des exercices de consultation, il faut s'assurer qu'on a des bonnes conditions de base matérielle et tout, mais il faut aussi avoir un minimum de confiance en soi, penser que son avis vaut la peine d'être entendu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la même... on n'est pas tous égaux dans les processus de participation, c'est ce que je veux dire, et il y a des gens qui participent automatiquement, qui viennent, qui donnent leur avis, mais il y a bien des gens qu'on n'entend pas. Et c'est pour ça que le défi qu'on a, nous, quand on a à prendre des décisions, au final, c'est de nous assurer qu'on n'entend pas juste les personnes qui sont bien organisées et qui parlent fort, mais qu'on pense aussi aux personnes qui pourraient bénéficier d'un projet, mais qui ne sont pas là pour venir s'exprimer, ne sont pas là pour venir prendre la parole, pour nous dire « ce projet de logement-là, moi, j'en ai besoin ». Parce que je me cherche un logement. Donc ça, c'est un défi qu'on a, puis je pense à un projet qu'on a eu dans le plateau Mont-Royal, un projet de logement abordable pour des étudiants, développé dans une partie du plateau, un projet de 5 étages. C'est pas une tour, là.
C'est 5 étages dans une zone où c'est du 3-4 étages. Bien, les voisins qui habitent pas loin, dans leur condo, sont venus nous dire « c'est trop dense, ça va avoir des impacts sur notre milieu de vie, sur notre qualité de vie ». Il faut qu'on les entende, il faut qu'on prenne en compte ces éléments-là pour nous assurer qu'on améliore le projet. Mais il faut aussi qu'on pense à ceux qui vont pouvoir être logés dans ce projet-là puis qui ne sont pas là dans nos exercices de participation. Donc, moi, c'est une préoccupation que j'ai. L'autre élément que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des organisations communautaires qui travaillent avec les personnes qui sont souvent plus éloignées des sphères du pouvoir ou de la participation et on doit les intégrer dans nos processus. Hier, j'étais au bureau de Rayside Labossière, donc un architecte bien connu à Montréal, qui a développé un partenariat avec la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud, une table de quartier, pour accompagner les grands projets de développement. Donc, eux, ils font des rencontres avec les promoteurs quand il y a un projet, dès le démarrage du projet, pour que les promoteurs comprennent dans quel cadre ils s'en viennent s'installer. C'est quoi les besoins? C'est quoi les aspirations des gens de la communauté? Pour avoir justement cet espace de dialogue-là. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des espaces pour discuter, dialoguer, pas juste chacun additionner nos opinions individuelles. Et ces espaces-là sont à créer. Et on en a des bons exemples. Il y en a qui fonctionnent. Il faut les multiplier, puis il faut créer des espaces de dialogue. Merci, M. Rabouin. C'est terminé. Ah, j'ai pas vu le... Oui, c'est terminé. Merci. J'ai repéré, il était où, mais je ne l'ai pas vu. Bon, alors les candidats vont maintenant répondre aux questions du public. Alors, vous disposez encore une fois de 2 minutes 30 secondes. Et la première personne à prendre la parole, c'est Mme Martinez-Ferrada. Alors, voici la question que j'avais pigée à l'instant. C'est là que le fun commence. Seriez-vous prêt ou prête à renforcer le pouvoir et l'impact des comités consultatifs d'urbanisme afin que la voix des citoyens et des citoyennes soit mieux prise en compte dans les décisions d'urbanisme de la ville? 2 minutes 30 secondes. Absolument. Je pense que les CCU sont un outil extrêmement important. Je pense qu'il faut, par contre, recadrer le rôle du CCU. On a vu dans certains cas où le CCU s'est un peu égaré dans certaines décisions où on oublie finalement le premier mandat du CCU, c'est de s'assurer qu'on juge de l'impact des projets dans le cadre du voisinage, des voisins. S'assurer que, oui, on peut être pas en accord avec la couleur de la fenêtre, mais je pense que l'important, c'est est-ce que ça fait du ombrage? Est-ce que justement la densification respecte la qualité de vie des gens autour des projets qu'on a? Je pense qu'aussi, de donner aussi des outils pédagogiques aux gens qui siègent au niveau du CCU pour s'assurer qu'ils sont bien accompagnés dans ce processus-là, mais encore plus important, il faut que les CCU deviennent publics. Il faut que ça soit transparent. Il faut que autant les citoyens qui contribuent et qui sont sur le CCU puissent non seulement écouter les services publics de la fonction publique nous présenter des projets, mais les promoteurs eux-mêmes, parce que le va-et-vient de conversation des fois dans les CCU peut retarder énormément des projets. Si on les rend plus transparents, si on les rend publics, actuellement, si on prend l'arrondissement de Saint-Laurent, les CCU sont publics. Je pense que les citoyens méritent d'avoir cette transparence dans les dossiers qu'on a au niveau du CCU et ça serait une façon de le faire. Alors, effectivement, des CCU transparents et publics, ça serait une façon de contribuer à une meilleure participation citoyenne parce qu'on va faire confiance au processus derrière ces portes closes. Merci. Monsieur Sauvé, c'est à vous. Oui, même question, je peux la répéter si vous voulez. Excellent. Ah, oui, je pige une question, vous avez Par les raison. CCU toute la journée, si on veut. Fait que celle-là est faite, vous avez bien raison. J'aurais aimé ça vous entendre, tout le monde. J'y vais. Alors, deuxième question. La démocratie est l'un des 4 piliers de la vision 2030 de la Ville de Montréal. Comment comptez-vous faire de la démocratie un pilier stratégique d'ici 2030, notamment dans le fonctionnement interne de la Ville et dans sa collaboration avec la société civile? Je suis vraiment content d'avoir eu cette question. Effectivement, vous savez où je m'en allais avec ça. Donc, effectivement, Transition Montréal, on propose une vraie, réelle réforme démocratique à Montréal. Bien sûr, les gens ont dit, mais ça prend Québec pour le faire. Oui, mais ça ne se fera pas si Montréal ne le demande pas.
Fait qu'avec un conseil municipal uni derrière le projet d'une réforme électorale, on va pouvoir changer la manière dont on vote à Montréal. On sait, déjà, il y en a eu des aberrations dans le passé où tu as un conseil d'arrondissement avec 39%, qui est 100% d'un parti, mais seulement 39% de la population locale a voté pour eux. Les autres 61% ne sont pas représentés au sein d'un conseil d'arrondissement. Donc, ce qu'on propose, nous, pour les conseils d'arrondissement, c'est une forme de proportionnel, donc un scrutin en forme proportionnelle pour garantir qu'il y a des représentations de plusieurs partis et des indépendants au sein des arrondissements. Ça va forcer une collaboration, ce qui est une bonne chose. On veut que les gens collaborent davantage. Ça va donner une meilleure représentation. Puis, ça va combattre le cynisme que je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs et électrices qui se disent, ben, de toute façon, l'autre parti gagne tout le temps, fait que je vais pas aller voter. Ça fait 20 ans que je fais du porte-à-porte, puis j'entends à chaque élection cette même phrase. Mais avec une réforme du scrutin pour plus de proportionnel, on peut changer la donne. Également, on propose une réforme de scrutin pour les postes à la mairie. Donc, on veut un bulletin préférentiel. Je pense que c'est exactement la chose que ça prend pour les mairies pour avoir un choix plus consensuel de la population. C'est la même manière que Projet Montréal a récemment choisi son chef. C'est avec un bulletin préférentiel où on pouvait choisir par préférence. Donc, je pense que c'est la bonne voie pour Montréal et c'est une réforme démocratique profonde qu'on va pouvoir proposer aux Montréalais. C'est une des choses les plus importantes dans notre campagne électorale chez Transition Montréal. On veut vraiment être le leadership pour ce genre de démocratie renouée qui va combattre le cynisme à Montréal. Merci beaucoup. Et M. Rabouin, première question que Montréalais ou Montréalaises vous posent. Oh, le texte est assez long. Dans les années 2000, la Ville de Montréal a mis en place un chantier sur la démocratie qui a donné lieu à des innovations démocratiques, dont le droit d'initiative citoyenne, l'Office de consultation publique de Montréal, ainsi que la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Dans un contexte de choix difficile lié aux finances publiques, vous engagez-vous à mettre en place un chantier sur la démocratie avec la société civile pour revoir et mettre à jour nos outils démocratiques? Monsieur Sauvé en a parlé. Moi, j'ai été élu dans le cadre d'une course à la chefferie. C'est comme ma deuxième campagne cette année. Puis il me disait tout à l'heure que lui aussi, il a fait 2 campagnes cette année, donc on est déjà pas mal exercé. Mais dans le cadre de cette course à la chefferie de Projet Montréal, je me suis déjà engagé publiquement à créer un chantier 2.0 sur la démocratie. Ça a été une des bonnes choses qui a été faite, qui a donné suite au Sommet de Montréal. Et 25 ans plus tard, on est dans un climat où on a absolument besoin de se repositionner. Mallory l'a dit en introduction, la démocratie, les droits sociaux qu'on considérait fondamentaux et acquis sont sous pression en ce moment, sont remis en question. Et il y a de plus en plus de gens qui osent remettre en question ça. Donc, il faut qu'on se batte pour protéger la démocratie. Mais autant où on doit avoir une démocratie représentative, élective, qui est le plus représentatif possible de la population, moi, je suis content d'avoir une équipe diversifiée qui est représentative de la population, autant il faut qu'on trouve des façons de collaborer ensemble au cours des mandats pour être capable de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes, dans l'intérêt collectif. Et actuellement, la polarisation qu'on a sur les médias sociaux, bon, les médias sociaux, ce n'est pas la réalité, mais le ton est tellement acrimonieux. Pourtant, quand on rencontre les gens en personne à Montréal, on a la chance d'avoir habituellement des discussions très civilisée, respectueuse, où on peut aller plus en profondeur. Le chantier sur la démocratie, je pense que ça va nous aider à se re-questionner sur la nécessité d'ouvrir des espaces de dialogue entre la ville et la société civile pour prendre les meilleures décisions, les décisions difficiles auxquelles qu'on doit prendre pour faire face à la crise du logement, pour faire face à la crise climatique, pour faire face aux grandes incertitudes économiques. On a des décisions difficiles et on a besoin d'avoir la population avec nous. Et pour ça, on a besoin de développer, je le disais tout à l'heure, des alliances avec la société civile. Et il faut qu'on ait une réflexion en profondeur. Quelle démocratie est-ce qu'on veut? On veut une démocratie certainement plus participative. On veut que les différentes parties prenantes s'impliquent avec nous, mais on veut être capable de prendre les décisions difficiles puis de garder la population mobilisée avec nous. Donc, on a besoin de vous pour prendre les décisions difficiles. Oui, un chantier 2.0.
Et c'est déjà le deuxième tour qui commence, toujours sur le même thème. Et M. Rabouin, restez sur votre élan parce que c'est encore à vous. Et c'est encore une longue question. Alors, il y a un Montréalais ou une Montréalaise qui veut savoir, contrairement aux autres arrondissements de Montréal, Ville-Marie n'a pas de maire ou de mairesse d'arrondissement élu par ses électeurs, car le poste est automatiquement occupé par la mairesse ou le maire de Montréal. De plus, le conseil d'arrondissement comprend notamment 2 conseillères ou conseillers de ville désignés qui ne sont pas élus spécifiquement pour l'arrondissement. Vous engagez-vous à résoudre ce déficit démocratique? Monsieur Rabouin. Donc, il y a vraiment un déficit démocratique dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est l'arrondissement où la croissance de la population est la plus élevée et il y a seulement 3 conseillers de ville. Donc, il y a déjà un défi là. Il y a 3 conseillers de ville élus par la population. Il y en a 2 désignés par la mairie de Montréal, la mairesse ou le maire de Montréal. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est de créer 3 postes de conseillers d'arrondissement élus par la population. Il y a déjà des arrondissements où c'est comme ça. On a 3 conseillers de ville, 3 conseillers d'arrondissement pour assurer une présence plus importante sur le terrain, pour être capable d'être en relation directe avec les citoyens et les citoyennes qui puissent parler à leurs représentants élus. Donc, j'abolirais les 2 postes de conseillers et conseillères désignés. Je créerais 3 postes de conseillers d'arrondissement. Pour la mairie, je pense que c'est absolument essentiel que le maire ou la mairesse de Montréal dirige l'arrondissement Ville-Marie. On a le centre-ville, c'est le cœur économique et culturel, non seulement de Montréal, mais du Québec. Donc, c'est important qu'on puisse prendre des décisions qui sont dans le même sens. Je ne vois pas comment on pourrait avoir un arrondissement de Ville-Marie qui a des positions contraire à un maire d'arrondissement avec le maire ou la mairesse de Montréal. Il faut qu'on soit aligné là-dessus, mais oui, il faut qu'on offre la possibilité d'avoir plus de représentants élus par la population de l'arrondissement. Merci, M. Rabouin. Madame Martinez-Ferrada, voici votre question, toujours sur le même thème. Pouvez-vous définir en vos mots ce que représente pour vous la démocratie directe et nous dire si on peut ramener de la démocratie directe à l'échelle municipale? Bon, écoutez, la démocratie directe, il faut dire que ce n'est pas une consultation d'un soir qui fait qu'on fait de la démocratie. Il faut s'assurer que la consultation est en continu tout le temps. Et comment on fait ça? Comment on s'assure que les citoyens ne vont pas voter une fois puis qu'après, on ne les entend plus? Il faut s'assurer que tous les outils qu'on a au niveau de la consultation fonctionnent puis que les gens y participent et ils participent tout au long d'un processus démocratique qui a fait élire des citoyens, qui a fait élire des élus. Moi, je pense qu'il faut s'assurer que non seulement les gens participent, mais on espère aussi qu'ils soient intéressés par la politique municipale. Il est bien évident que une consultation, je l'ai dit, une consultation d'un soir qui a 15 personnes, on n'a pas entendu tout le monde. Puis encore une fois, il faut s'assurer que dans chaque projet, on écoute tout le monde, puis que tout le monde que leur point de vue soit intégré dans le processus de consultation. La démocratie directe, elle ne peut pas être, encore une fois, juste une fois aux 4 ans. Et il faut s'assurer que le conseil d'arrondissement, vous savez, au municipal, moi, j'ai fait de la politique à Ottawa, puis vous le savez comme moi, il y a juste des citoyens au municipal qui peuvent poser des questions directement aux élus. À Ottawa, on n'a pas ça. Province du Québec, on n'a pas ça. Et ça, c'est extrêmement important. Mais quand les citoyens arrivent dans les conseils d'arrondissement, puis qu'ils sont vus de haut, où la réponse ne leur convient pas, ou finalement, ils ne se sentent pas écoutés, mais finalement, ils se disent, nous, on n'ira pas au conseil d'arrondissement, on n'est pas bienvenus, on n'est pas écoutés, finalement, je n'ai pas la réponse à ma question. Alors, comment on s'assure que les citoyens qui participent aux nos conseils d'arrondissement, qui participent à nos consultations publiques, ils sentent la rétroaction des sujets qui sont amenés. Fait que la démocratie directe, elle est aussi au municipal extrêmement importante pour s'assurer que les projets qu'on mène vont répondre à l'ensemble des citoyens. Merci. Et M. Sauvé, dernière question sur le thème. La démocratie locale suppose de faciliter la participation de la population à la prise en charge de leur milieu de vie. Comment comptez-vous simplifier et appuyer la mise en place de nouvelles mesures environnementales souhaitées par les résidents et résidentes et les organismes? Merci beaucoup pour la question. Juste aller sur Ville-Marie rapidement, il faut que je le dise, les citoyens et citoyennes de Ville-Marie ne sont pas des citoyennes et citoyens de seconde classe, puis ils méritent
le même droit démocratique que tous les autres citoyens de voter pour leur maire ou mairesse d'arrondissement. Je pense que c'est super clair. Et pour vrai, là, si on fait confiance à la démocratie, on va faire confiance à les citoyennes et citoyens de Ville-Marie de voter leur propre maire et mairesse. Mais là, c'est pas ça pour votre l'environnement. question. Ouais. C'est pas ça votre question, monsieur. Je sais, il Sauvé. fallait que je le dise. J'espérais tellement cette question. Effectivement, il faut être dans le mode d'accompagnement avec la population quand on va faire un gros changement environnemental. Pour moi, l'environnement, l'écologie, c'est la raison dans laquelle j'ai commencé à militer comme jeune personne. J'ai vu comme le naufrage Exxon Valdez, je suis assez vieux. J'ai vu les militants et militantes qui s'attachaient à des grands arbres dans Clayoquot Sound, puis j'étais dit comme, mais qu'est-ce qu'on fait? La pluie acide, ça m'a réveillé. Donc, il faut continuer, il faut agir, il faut avancer, mais il faut faire ça avec la population. Je peux donner un exemple concret. Dans l'arrondissement du Sud-Ouest, quand j'ai commencé, il y avait 2 collectes de déchets par semaine. Là, on est rendu à 1. Mais comment qu'on l'a fait? On a travaillé avec la population, on a mandaté l'écoquartier pour faire du travail. Ils ont fait du porte-à-porte auprès des citoyens et citoyennes dans les logements sociaux, dans les blocs d'appartements. Puis ils ont tranquillement, mais lentement, accompagner les citoyens de commencer à faire du compostage et autres stratégies de gestion des déchets. Puis l'arrondissement du Sud-Ouest était le premier arrondissement d'avoir le compostage des boîtes brunes partout dans l'arrondissement, dans tous les coins du secteur. Puis c'était grâce à ce travail d'accompagnement qu'on a fait avec le milieu communautaire qui connaît tellement bien le terrain qu'on a pu vraiment réussir et on a fait ça de façon vraiment, c'était un méga succès. Donc, dans cette même alignée-là, il faut faire beaucoup d'éducation populaire, il faut accompagner les gens et il faut faire confiance aussi dans la créativité et l'intelligence collective qu'a le milieu communautaire. Merci. Merci. Merci, monsieur Sauvé. Alors, c'est l'heure maintenant d'aborder le deuxième thème, inclure toutes les voix, dont celles qui sont marginalisées, et la question générale pour laquelle vous aurez 2 minutes 30 secondes pour répondre à tour de rôle. Comment décrivez-vous le climat social et le dialogue démocratique à Montréal? Et la première personne à parler, c'est M. Rabouin. On peut-tu juste comme faire une petite pause? Bien sûr. Dégourdir les jambes un peu. Une fois debout, on a le droit. Le climat social, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le climat est difficile. Les idées de droite populiste radicale font leur chemin. C'est pas vrai que c'est juste au sud de notre frontière que ces idées-là circulent. Donc, on doit absolument les combattre, les dénoncer, prendre la parole fortement pour dire qu'ici, l'égalité, c'est important. La diversité, c'est une richesse. Et continuer à se battre pour ces questions-là. Le climat social, tout à l'heure, j'ai un peu fait référence aux médias sociaux. Il faut qu'on soit vraiment clair que le climat social sur les réseaux sociaux est très, très acrimonieux. Dans la société, oui, il y a des tensions, oui, il y a des débats, mais quand on crée des espaces où les gens peuvent se parler, peuvent communiquer, en général, on a un climat qui est beaucoup plus agréable, on est capable d'avoir des discussions sereines et plus en profondeur. Donc, il faut qu'on investisse dans la création de ces espaces-là pour qu'on retrouve la capacité de discuter ensemble, de s'inter-influencer sur nos points de vue, pas juste de défendre son point de vue. Hein? Donc, quand on est dans une optique de référendum, on veut compter il y a combien de monde qui sont pour ou contre, mais on n'a pas d'espace pour discuter. Pourquoi tu es pour? Pourquoi tu es contre? Puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas des nuances? Puis est-ce que finalement, on n'est pas capable de trouver des voies de passage qui rallieraient largement, mais auxquelles on n'a pas pensé d'entrée de jeu? Donc moi, je veux vraiment investir dans le dialogue, la communication, l'ouverture d'espaces démocratiques, parce que oui, ça prend des élections, oui, ça prend de la démocratie représentative, mais tout au fil du temps, on a toujours plein de décisions à prendre qui n'étaient pas prévues. On a des décisions difficiles à prendre et il faut que la population soit partie prenante de ces réflexions-là et de ces décisions. Merci. On va maintenant entendre Mme Marcès Ferrada sur la même question. Pour moi, il y a 2 questions dans cette question-là. La question du climat social puis la question du dialogue démocratique. Pour moi, le climat social, actuellement, il est fragile. Il est fragile parce qu'on est dans un contexte géopolitique difficile qui fait qu'on retrouve beaucoup de tensions dans nos rues ici à Montréal. On est dans un contexte de crise sociale importante, la crise du logement, la crise d'itinérance, la crise de l'inflation, le coût de la vie,
Les gens, à tous les jours, se demandent comment ils vont finir leur fin de mois. Et dans ce contexte-là, le climat, il devient tendu parce que les gens, ils sont à la limite, dans plusieurs des cas, puis la population la plus vulnérable, en mode survie. Et c'est difficile quand tu es en mode survie de dire comment je me projette dans des projets qui finalement répondent pas à ces situations de crise qu'on vit personnellement. Le dialogue démocratique, actuellement, je le trouve extrêmement polarisé. Puis on le voit là, dans toutes nos conversations, des fois, il y a tout le temps cette polarisation. Il y a un manque de dialogue. Il y a un manque aussi de reconnaissance sur comment on se projette par rapport à l'autre. Je trouve qu'il y a un manque immense d'empathie. D'un, c'est difficile de parler de nos affaires quand on n'est pas capable de comprendre la position de l'autre personne de l'autre côté. Ça s'appelle en formation d'écoute active, là. C'est comment on s'assure qu'avant même de parler de nous-mêmes, on comprend la personne, elle se situe où. Puis cette polarisation, actuellement, on le voit même à Montréal. Puis le meilleur exemple que je vais vous donner, j'en ai été moi-même victime, c'est la question des pistes cyclables. On ne peut pas avoir une conversation sur les pistes cyclables sans se faire traiter d'anti-vélo, sans se faire traiter de « ouais, t'es pro-char ». On peut-tu juste être pro-mobilité inclusive, fluide? On peut-tu être pro-aménagement qui prend compte de tout le monde? On a un contexte polarisant actuellement qui fait que finalement, ces positions nous freinent dans le dialogue, nous freinent dans une conversation où on veut rechercher un équilibre, un consensus, où tout le monde se sent partie prenante de la décision. Et moi, je veux m'assurer qu'on va écouter tout le monde, puis que tout le monde va se sentir concerné dans la construction de la ville qu'on veut faire. Merci. Merci. Monsieur Sauvé, on vous écoute. Merci beaucoup. Donc, effectivement, j'entends beaucoup de bonne volonté de mes collègues ici. Je pense que ce sont des bonnes personnes avec de la bonne volonté. Mais si on veut améliorer le climat social et le dialogue démocratique à Montréal, il faut changer le système. Il faut changer le système dans lequel on travaille pour obliger les partis politiques à collaborer. Ce qu'on voit de plein de pays en Europe qui sont avancés plus que nous dans leur système démocratique, ou parce qu'il y a une pluralité de partis qui peuvent avoir des coalitions entre les partis. Puis il y a des vraies discussions, puis il y a des négociations. C'est une bonne chose, ça. C'est vraiment une bonne chose. Et Montréal, on a besoin de ça aussi. Je pense réellement que la population est ouverte à cette idée, à ce qu'il y ait des coalitions entre partis, à ce qu'il y a 5 ou 6 partis, et plusieurs dans chaque arrondissement. Ça, c'est la manière dont on peut vraiment améliorer le dialogue démocratique à Montréal. Parce que si vous écoutez le Conseil Ville Montréal ces temps-ci, c'est pas beau. C'est pas de la collaboration, c'est pas les coalitions, c'est beaucoup d'accusations. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne manière à gérer Montréal. Je pense que si les Montréalais et Montréalaises regardaient ça, ils seraient pas fiers. Donc, changeons le système. Obligeons les prochains élus pour les générations à venir à travailler dans un système où il y a de la coalition. Parce que si vraiment, je pense que nos vrais défis qui font face à Montréal, il faut qu'on ait un conseil de ville uni qui travaille ensemble pour exiger le respect de Québec, pour exiger les réponses aux besoins criants qu'on a, l'itinérance, transport en commun, logement, on a besoin d'être unis. Donc, mettons fin à cette polarisation. Tout le monde est d'accord, il y a la polarisation au Conseil de Ville de Montréal. Changeons le système. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. Merci à vous trois. Alors, on va passer maintenant aux questions du public. Et la première personne à prendre la parole, ça va être M. Rabouin. Et l'inquiétez-vous pas, je vais changer de question entre chaque candidat. Première question pour vous. Quelles mesures allez-vous mettre en place à court terme pour favoriser la participation des jeunes aux instances politiques municipales et aux instances de votre parti? On vous écoute. C'est une question qui est vraiment très intéressante. Ayant, moi, 2 jeunes à la maison qui vont pouvoir voter pour la première fois aux prochaines élections municipales, ça m'intéresse particulièrement. On a déjà des instances qui sont présentes pour favoriser la participation des jeunes dans le parti. On a un conseil jeunesse dans le parti. À la ville, on a aussi un conseil consultatif jeunesse qui fait des représentations aux élus, qui fait des recommandations, qui font un travail extraordinaire. On a un jeune conseil aussi pour que les jeunes puissent expérimenter c'est quoi être un élu municipal, puissent participer à prendre des décisions, voir comment ça se passe, c'est important. L'autre élément qui est vraiment important, c'est d'aller vers les jeunes.
Moi, j'ai commencé mon premier emploi sérieux à Montréal, c'est que je travaillais dans une maison de jeunes. Puis notre job, c'était d'arriver à faire que les jeunes deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables. C'était vraiment un projet d'éducation à la citoyenneté et je trouve que les maisons de jeunes, les organismes communautaires jeunesse jouent un rôle fondamental dans l'éducation, la sensibilisation et la politisation des jeunes pour les intéresser à la fois à ce qui se passe dans leur quartier, mais aussi à ce qui se passe dans leur ville. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur le plateau, une fois par année, on tient la séance du conseil d'arrondissement à l'école secondaire publique, à l'école secondaire Jeanne-Mance, plus tôt, puis on donne la parole en priorité aux jeunes. Et il y a un travail qui est fait avec l'école, donc ils préparent des questions, ils travaillent en classe à l'avance, puis ils viennent poser leurs questions, on les accueille, puis à chaque fois qu'il y a des jeunes qui viennent au conseil d'arrondissement, on les accueille, on les félicite, on les encourage, puis quand ils posent des questions, on fait des suivis sur leurs questions. Donc, la jeunesse, on a besoin qu'elle s'implique davantage. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, ou qu'on ne prend pas, il faut qu'on se le dise, les décisions qu'on ne prend pas aujourd'hui, c'est eux et elles qui vont subir les impacts. Donc, on a tout intérêt à les intéresser à la politique et ils ont aussi tout intérêt à s'y intéresser. Merci. Madame Martinez-Ferrada, c'est à votre tour et voici votre question. Comment encourager l'implication civique des nouveaux arrivants pour renforcer leur attachement à la vie municipale et à leur communauté? J'ai travaillé longtemps avec les nouveaux arrivants quand j'étais à Écoquartier, puis une des choses qui est super importante, la Ville de Montréal, vous le savez, on reçoit le plus grand nombre de nouveaux arrivants, réfugiés, demandeurs d'asile à Montréal. C'est vraiment là, le plus grand population est ici à Montréal. Et il y a des services de première ligne. Dans ces services de première ligne, les citoyens qui arrivent, les immigrants, qu'est-ce qu'ils cherchent? Un logement, veulent manger, travailler, s'occuper de leurs enfants, s'assurer qu'ils ont accès à l'école. Puis honnêtement, leur filet social de confiance qui est donné par ces organismes-là qui les accueillent, je pense qu'on doit aussi s'assurer qu'il y a un travail d'éducation sur la démocratie locale municipale. Je pense qu'elle commence déjà à ce niveau-là. Puis savoir comment ils peuvent s'impliquer dans les partis politiques, ils peuvent s'impliquer dans les organismes communautaires, ils peuvent faire partie des conseils d'administration, ils peuvent s'occuper aussi, comme faire du bénévolat dans ces organismes-là, mais le filet de confiance ou les relations de confiance de ces travailleurs qui les reçoivent, je pense que c'est super important. Moi, j'espère qu'à Montréal, on va être capable de mieux outiller les travailleurs de rue, les travailleurs qui accueillent en fait les immigrants, les nouveaux arrivants, pour s'assurer qu'on a ce filet puis cette communication et que les gens ne se perdent pas dans la société puis qu'on ne sait pas son où. Actuellement, vous savez, juste au Canada, puis on n'a pas les chiffres par ville, là, mais il y a au-dessus de presque 1 million de gens sans papier qui ne sont pas répertoriés. Et quand on parle des nouveaux arrivants, il faut s'assurer que ces gens-là sont attachés à des services de première ligne, puis qu'on ne les perde pas, puis qu'on s'assure qu'on les accompagne, pas seulement dans leur recherche d'emploi puis de logement, mais aussi dans l'implication de la communauté pour que ça fasse partie de la vie et ça fasse partie aussi d'un processus d'intégration. Et je pense qu'à Montréal, on peut faire beaucoup plus avec les organismes de première ligne. Merci. Monsieur Sauvé, votre question sur le même thème. Comme maire ou mairesse, comment allez-vous vous assurer de traiter les quartiers et arrondissements de Montréal de manière équitable? Ça, c'est super important, en fait. Avec mes 15 ans d'implication municipale, je note parfois que le parti au pouvoir ne visite un peu moins et travaille un peu moins dans les arrondissements où ils n'ont aucun élu. Ça, c'est un vrai problème. Peut-être c'est par méconnaissance de terrain, peut-être c'est par affinité qui ne sont pas là, mais ça arrive souvent. C'est dans toutes les administrations que j'ai vues. Je ne lance pas des flèches envers quiconque. Ce que ça prend, donc, c'est, je pense, en une chose, plus d'élus de d'autres partis dans chaque arrondissement. Donc, avec une réforme électorale, on va avoir des élus de plusieurs partis dans chaque arrondissement. Donc, il va y avoir cette connexion avec le parti au pouvoir, le parti en opposition, le 3e et 4e parti, j'espère, 5e parti. Et ça, c'est une manière vraiment structurante qu'on peut s'assurer qu'il y a une certaine représentativité dans chaque arrondissement. Deuxièmement,
je pense qu'il faut que le maire ou mairesse de Montréal visite à chaque année, chaque arrondissement à plusieurs reprises. Je suis pas sûr que c'est toujours le cas. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont pas vraiment mis de l'avant, malheureusement. Je pense, mettons, à la salle. Le plus gros développement qui va venir probablement prochainement après Bridge Bonaventure, c'est la salle, c'est le bord de le boulevard Newman. Ça va être Griffintown 2.0. Puis on n'en parle pas. Pourquoi qu'on n'en parle pas? C'est une chose, ça prend plus de leadership de l'Hôtel de Ville, aussi à la salle, mais il n'y a pas d'élus de Projet Montréal à la salle. Je ne dis pas que Projet Montréal ne fait pas ça, mais s'il y avait, il y aurait cette représentativité constamment des élus locaux envers le central, mettons. Donc, je pense que la réforme électorale est importante. Moi, si je suis élu maire, c'est certain, moi, je suis un gros nerd de tourisme montréalais, là. Je visite souvent les quartiers, en fait, quand je suis dans un quartier avec ma conjointe, on prend un petit détour, là, puis on va prendre une marche pour 30 minutes, 50 minutes de plus. Je le fais souvent. Juste dernièrement, j'ai visité Anjou-sur-le-Lac. J'étais à un événement à Hochelaga, j'avais 1 heure de libre. Je prends une Bixi, puis je suis rentré dans Anjou-sur-le-Lac. J'ai rencontré les gens là-bas. J'ai trouvé ça fascinant. Montréal est tellement diverse. Il y a tellement de quartiers intéressants à visiter, mais ça prend de l'attention de la ville-centre dans tous ces quartiers. Merci. Merci, M. Sauvé. Alors, pour la deuxième question sur le même thème, c'est toujours, M. Sauvé, vous allez poursuivre sur votre élan. Pensez-vous qu'actuellement, nos processus consultatifs donnent trop de poids à des petits nombres de personnes par rapport à l'intérêt d'une majorité silencieuse? Je suis aussi le conseiller municipal de Griffintown, donc je sais qu'il y en a eu beaucoup de projets, puis on a eu des belles discussions à Griffintown. Parfois, il y en a eu 1000 personnes qui ont répondu pour une consultation locale sur un bâtiment. Donc, dans le Sud-Ouest, en tout cas, c'est très vive la démocratie locale. On en parle souvent. J'ai même une réputation localement d'être le conseiller hyper présent sur les réseaux sociaux et aussi en personne. Autant que sur les réseaux sociaux, les gens me taguaient sur Facebook dans les groupes locaux assez souvent, qui est devenu un petit hashtag « Let the Sauvé sleep ». Parce que je répondais tout le temps, même après les heures. Donc, j'ai l'entente avec ma conjointe, moi, je fais plus ça. Mais il y a même des t-shirts qui sont faits avec Let the Sauvé sleep. Mais réellement, je pense qu'il y a une autre partie qui doivent être consultées davantage, et ça, c'est les personnes les plus vulnérables, les personnes qui vivent des pauvretés, des personnes qui sont peut-être dans les situations de vie. Je l'ai mentionné au début, les conditions matérielles qui ne permettent pas de participer pleinement à toutes les consultations. Si je travaille deux jobs pour payer le loyer et nourrir mes enfants, est-ce que j'ai le temps pour écrire une mémoire à l'OCPM et aller le présenter et lire toute la documentation? Je suis pas sûr. Donc, il faut qu'on fasse en sorte de cibler effectivement comment on peut rendre la vie plus abordable pour les gens, logement, transport en commun, mettre un frein à la gentrification économique et commerciale qui arrive aussi dans nos quartiers. Donc, ces conditions de base sont absolument nécessaires pour s'assurer que tout le monde ait l'opportunité, la liberté de pouvoir participer pleinement dans la démocratie de la ville. La question va à Mme Martinez-Ferrada. Alors, la voici. Comptez-vous consulter les personnes en situation d'itinérance dans l'élaboration d'une solution à la crise de l'itinérance actuelle? Merci. Vous savez, j'ai été députée d'Hochelaga pendant presque 6 ans. Les campements sur la rue Notre-Dame, vous le savez, on les a beaucoup et on les a encore aujourd'hui. Et j'ai, durant mon mandat comme députée, rencontré plusieurs personnes en itinérance. Je n'ai jamais voulu que ça soit public parce que je pense qu'on ne peut pas utiliser les images de conversations qu'on a pour en faire des gains politiques. Et donc, je n'ai jamais publié de photos avec des conversations avec les communautés itinérantes. J'ai été très, très souvent au Cap-Saint-Barnabé. J'ai été très souvent à la maison Bon Accueil, j'ai été très souvent à la Maison du Père, j'ai rencontré plusieurs intervenants. J'ai d'ailleurs marché plusieurs heures avec des travailleurs de rue et eu plusieurs conversations sur les besoins. Je pense qu'il faut trouver des façons que les personnes en itinérance puissent participer au processus démocratique municipal, s'assurer, par exemple, qu'on peut leur permettre de voter même les lieux des organismes communautaires qu'ils connaissent. Il y a un lien de confiance.
Je pense que c'est une solution possible qu'on pourrait envisager avec Québec Élections Montréal. S'assurer aussi que les personnes en itinérance pourraient être visitées par des travailleurs de rue, accompagnés des représentants, des agents de liaison de l'élection pour s'assurer qu'ils peuvent aussi voter d'une autre façon, s'assurer qu'ils peuvent s'inscrire sur la liste électorale le jour même, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pense qu'on peut trouver diverses façons de s'assurer que les personnes marginalisées, dont les personnes en itinérance, contribuent de façon concrète à la démocratie municipale. Et je pense qu'on peut beaucoup s'appuyer sur nos travailleurs de rue et nos organismes communautaires qui, eux, les connaissent bien, puis ont des relations de confiance avec les personnes en itinérance. Merci. Et finalement, M. Rabouin, ça va clore le deuxième thème. En cette période électorale, comment votre parti compte-t-il rejoindre les personnes marginalisées en situation d'itinérance ou à risque pour leur présenter votre programme? Et quelles mesures prendrez-vous pour encourager leur participation au vote? On est sur le même thème. On pense aux personnes qui sont les plus marginalisées. Donc, les personnes qui sont en situation d'itinérance ont des besoins de base à combler. Puis c'est pour ça que moi, j'ai fait de l'habitation et l'itinérance ma première priorité parce qu'il faut qu'on loge tout le monde à Montréal. On ne peut pas accepter la situation actuelle. On doit se retrousser les manches puis trouver des solutions. Ceci étant dit, on doit aussi trouver des façons d'impliquer les personnes. On doit parler aux organismes qui travaillent avec elles. Je pense qu'il y a vraiment une question d'intermédiaire. Moi, j'ai fait le grand dénombrement il y a quelques mois, un mercredi soir, pour aller rencontrer, poser des questions aux personnes qui sont en situation d'itinérance pour voir c'est quoi leurs priorités, c'est quoi leurs besoins. Je veux dire, tout le monde me regardait et me disait, bien, un logement. C'est comme, tu sais, fait que c'est tellement évident que c'est ça la première priorité. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'attaque à cette question-là. Je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a 60% des gens qui ne vont pas voter. Donc, il y a, oui, bien sûr, les personnes en situation d'itinérance qui sont celles probablement qui nécessitent le plus d'efforts pour réussir à trouver des façons de faciliter leur expression électorale. Et c'est déjà possible pour les personnes en situation d'itinérance de donner l'adresse d'un organisme, par exemple, s'ils n'ont pas d'adresse. Il y a déjà des mécanismes faits par Élections Montréal. Mais on a besoin de convaincre la grande majorité de la population que la politique municipale, ça les concerne. Il faut parler des enjeux qui préoccupent les gens. Donc, le logement, l'itinérance, évidemment l'environnement, l'incertitude économique. Et c'est plus qu'on va parler des enjeux qui touchent les gens, plus les gens vont être intéressés. Et plus des organisations comme l'INM Transition en commun qui organise des débats ce soir, plus ça contribue à intéresser les gens à la question municipale. Puis je veux saluer les organisations locales, notamment les tables de quartier, qui organisent des débats locaux un peu partout sur le territoire. C'est comme ça qu'on va intéresser les gens. On va les inviter à venir discuter de leur quartier, de leur vie réelle avec les candidats aux élections. Puis évidemment, on va les inviter à voter. Ce n'est pas la seule chose à faire. Voter, c'est important. On peut s'impliquer d'autres manières, mais il faut voter. Merci, M. Rabouin. Alors voilà, c'était les questions sur les thèmes. Maintenant, ça va être les allocutions de clôture déjà. C'est l'heure de faire ça. Vous avez 2 minutes pour le faire. Et M. Sauvé, c'est vous qui allez débuter. Bon, bien, merci beaucoup, l'INM. Merci beaucoup à Transition en commun pour l'organisation de cette belle soirée. Ça s'est passé vraiment vite, mais je pense qu'on a eu des belles discussions. Merci à tout le monde qui écoute ici et chez eux aussi pour cette belle discussion. Je pense qu'on a vraiment une opportunité en or, ce que je vous ai présenté ce soir-là. C'est vraiment une opportunité de changer le système électoral à Montréal. Si on parle de la démocratie, c'est la base. Il faut changer la structure des choses parce qu'à date, ça ne fonctionne pas. Nous, à Transition Montréal, on a plus que 65 candidats dans tous les arrondissements de Montréal qui vont aller à la rencontre de la population, vont parler, vont cogner sur vos portes, on va jaser, on va être présent aux débats locaux, on va être un peu partout pour discuter de ces propositions qu'on a. On a aussi taxer les ultra-riches afin de redistribuer la richesse envers les programmes pour lutter contre l'itinérance. On va parler également de l'Infra-Montréal, donc de combattre l'austérité à Montréal et à Québec avec un vrai projet pour rapatrier plus de travaux à l'interne. On a des projets intéressants, puis on a des candidats, des excellents candidats ici qui sont dans la salle aujourd'hui avec nous. Donc, merci encore. Le 2 novembre prochain,
Ça va prendre du courage pour faire un grand changement, mais je pense qu'on peut faire ça ensemble, mes amis, pour avancer la démocratie. Moi, je m'appelle Craig Sauvé et le 2 novembre, j'espère être votre maire de Montréal pour pouvoir porter votre voix à Montréal. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. Madame Martinez-Ferrada, la parole est à vous. Bon, on va tous se lever un par un pour finir ça en beauté. Merci à l'INEM, merci à Transition en commun, merci à nos candidats aussi qui se sont prêtés à ce débat et ce dialogue. En fait, un peu comme Craig, un peu comme Luc, je pense qu'on est tous, ici même dans la salle, on est tous des Montréalais. On est tous des Montréalais qui ont à cœur cette ville, qui veulent redonner à cette ville toute son énergie, s'assurer qu'on prend soin de nos gens les plus vulnérables, s'assurer qu'on partage cette ville tous ensemble puis qu'on a des projets qui nous poussent à rêver puis à avoir de l'ambition. Moi, j'ai annoncé 6 chantiers prioritaires déjà le dimanche passé, très clair, la crise du logement, la crise de l'itinérance, une mobilité fluide et sécuritaire, s'assurer qu'on s'attaque à la question de la sécurité, s'assurer que la ville, elle est propre, s'assurer qu'on gère bien et qu'on gère efficacement, mais surtout qu'on fait cette ville tous ensemble. Moi, je suis une Montréalaise d'accueil. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans. J'ai quitté quelque peu pour aller à Ottawa, mais mon cœur a toujours été à Montréal et je veux servir cette ville, je veux être utile, puis je veux la construire avec vous tous, avec Ensemble Montréal. Vous savez, on a eu des candidats extraordinaires. Un maire, je l'espère, dans le plateau incroyable, Jean Baudouin, Sylvie Garipi dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Lorraine Pintal qui s'est joint à nous juste hier, Leslie Roberts qui s'est joint à Peter McGill. On a une équipe renouvelée, une équipe de Montréalais qui n'ont jamais fait de la politique dans leur vie, mais qu'aujourd'hui, ils sont convaincus que c'est ça que ça prend pour travailler à Montréal puis donner une alternative à cette ville. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. On vous écoute. Bien, merci évidemment. Transition en commun, l'Institut du Nouveau Monde, la saison des débats est commencée. On va en avoir quand même pas mal dans les prochaines semaines. Donc, les gens vont pouvoir nous connaître davantage, connaître nos propositions. C'est vraiment important parce que le 2 novembre prochain, il y a une décision importante à prendre qui va impacter l'avenir de Montréal. On a une montée des idées populistes de droite. On a une remise en question des droits sociaux fondamentaux. On a une croissance des inégalités. On doit faire face à une crise sociale et environnementale sans précédent. Ça va prendre des décisions courageuses pour qu'on avance à Montréal, pour qu'on continue d'avancer. Et moi, je vous invite à voter le 2 novembre pour une équipe clairement progressiste et écologiste. Il faut qu'on garde à Montréal une direction de la ville qui est progressiste. À vous de choisir le 2 novembre. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le dialogue citoyen sur la démocratie municipale. À vous trois, bien sûr, et au nom des citoyens et des citoyennes de Montréal, j'aimerais vous remercier sincèrement de vous être prêtés à l'exercice. Et aux gens dans la salle, merci d'avoir fait preuve d'une belle écoute. Là, je pense que ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on est un peu en avance, ce qui est très bon. Je vous invite à porter attention à la sortie des collaborateurs de la chaire de recherche La démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes mène un court sondage auquel on vous invite à répondre pour documenter votre vision du rôle de la grande bibliothèque comme espace de débat et de discussion politique. Merci encore et bonne soirée.